Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de la vidéo est « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée et son évolution jusqu'à présent ?» partie 3. Donc, et qui est la suite là, de la partie avant, de la vidéo avant, qui était la partie 2. Donc, je poursuis à partir du même article, les trous noirs 4 de 4. Et donc, et je poursuis avec le paragraphe 17.22.1.3. D'autre part, est-ce que la masse de notre sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée peut être inférieure à 580 milliards de masses solaires? La réponse possible est peut-être que oui, mais selon une masse qui est beaucoup plus près de 580 milliards de masses solaires que celle qui est de seulement entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires, qui est vraisemblablement beaucoup trop faible. De plus, il faut prendre en compte que la détection de la présence d'une sphère céleste noire est techniquement et considérablement difficile à établir avec succès, premièrement parce qu'elle est invisible, et que selon son volume, est lui aussi considérablement difficile à établir avec succès, compte tenu du fait qu'elle est invisible, évidemment. Le paragraphe suivant, 17.22.1.4, en plus du fait que la matière noire ou sombre n'existe pas, parce qu'elle repose seulement sur une forme de pensée magique accommodante et aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique. Et dans le cas de la Lune, est-ce que la matière noire ou sombre qui fait avancer en mouvement prograde et vu du dessus le déplacement de la Lune autour de la Terre? La réponse est non, parce que ce sont seulement les forces gravitationnelles de la Terre qui contrôlent le déplacement de la Lune et rien d'autre autour d'elle. Paragraphe suivant, 17.22.1.5. Et en plus du fait que l'énergie noire ou sombre n'existe pas parce qu'elle aussi repose seulement sur une forme de pensée magique accommodante et aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique. Et dans le cas de la Lune, encore une fois, est-ce que cette énergie noire et sombre qui fait avancer en mouvement prograde et vu du dessus le déplacement de la Lune, donc est-ce que c'est l'énergie noire ou sombre qui fait avancer en mouvement prograde et vu du dessus le déplacement de la Lune autour de la Terre? La réponse là aussi est non, parce que ce sont seulement les forces gravitationnelles de la Terre qui contrôlent le déplacement de la Lune autour d'elle et rien d'autre. Paragraphe suivant, 17.22.1.6. Et parce que tout ce qui existe dans l'univers, ce sont des forces gravitationnelles qui se manifestent entre les objets gravitationnels. Et à partir de ceux qui sont les plus volumineux et puissants gravitationnellement et jusqu'aux plus petits qui sont les moins volumineux et les moins puissants gravitationnellement. Paragraphe suivant, 17.22.1.7. En conséquence, cela est l'une des raisons pour lesquelles l'expansion de l'univers n'existe pas. Parce qu'elle repose seulement sur une forme de pensée magique accommodante et aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique. Et parce que si une telle expansion de l'univers existait, nous pourrions le constater entre la Terre et le satellite capturé de la Lune. Parce que la Lune n'est pas un satellite naturel, donc c'est un satellite capturé. Et donc un satellite qui provient d'un autre système planétaire. Et pourquoi? Parce qu'elle a été heurtée et ensuite elle est sortie de son système planétaire pour dévier jusqu'à la Terre pour ensuite se faire capturer. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de satellite naturel, ça n'existe pas.
dans l'univers, il n'existe aucun satellite naturel, mais seulement des satellites capturés. Et c'est le cas pour tous les autres satellites dits naturels du système solaire, qui sont en réalité tous des satellites capturés. Et donc, parce que dans le cas de cette dernière, elle s'éloigne de façon infime de la Terre et dans une mesure qui se situe entre 3 et 5,8 cm selon différentes sources. Et dans le cas du satellite capturé de Phobos, il se rapproche de façon infime de Mars de 18 cm par an. Et dans ce cas, si l'expansion de l'univers existait, il ne pourrait pas se rapprocher de Mars. Et d'une façon qui est entre 3,1 et 6 fois plus rapide que l'éloignement infime de la Lune par rapport à la Terre. Et ces comportements d'éloignement ou de rapprochement infime de tous les objets de l'univers, ils sont tous expliqués de A à Z parmi plusieurs théories qui font partie de l'imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers aux échelles macroscopiques, atomiques et subatomiques. Et paragraphe suivant, 17.22.1.8. Et encore moins une accélération de l'expansion de l'univers qui n'existe pas parce qu'elle repose seulement sur une forme de pensée magique accommodante et aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique. D'ailleurs, pour quelle raison logique l'univers devrait comporter une expansion ou une accélération de son expansion? La réponse, elle ne peut pas exister en aucune... Elle ne peut pas exister et il ne peut exister aucune raison logique qui puisse soutenir un tel comportement, en dehors de la pire absurdité monumentale du Big Bang qui a été inventé et qui n'a jamais existé, et qui ne peut pas être prouvé non plus. Parce qu'elle repose, entre autres, uniquement sur une forme de pensée magique mathématique accommodante qui est celle de l'une des singularités mathématiques qui ne respecte aucune loi de la physique ou de l'astrophysique et qui ne peut être soutenue par aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique et qui est la singularité gravitationnelle qui n'existe pas. De plus, lorsque les comètes passent à côté de la Terre en accélérant leur vitesse de déplacement à cause de l'une des forces gravitationnelles du Soleil pour ensuite le contourner, est-ce qu'il est justifié de parler d'une accélération de l'expansion de l'univers? La réponse évidente est non. Et malgré les efforts de scientifiques compétents et consciencieux qui utilisent les meilleurs télescopes et appareils de mesure, leurs observations et calculs de prétendues situations d'expansion de l'univers sont considérablement difficiles à valider hors de tout doute. Et leurs observations et calculs de prétendues situations d'accélération de l'expansion de l'univers sont encore plus considérablement difficiles à valider hors de tout doute. En conséquence, quelle raison logique est nécessaire pour qu'une expansion ou une accélération de son expansion puisse exister? Or, il existe une quantité considérable de raisons logiques et nécessaires qui plaident en faveur d'un seul univers qui est éternel. Et si éternel, il ne peut pas s'agrandir indéfiniment, mais plutôt conserver un volume qui peut varier avec un écart d'environ 10% maximum, mais que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Et parce qu'en plus, le concept du Big Bang est indéfendable, compte tenu du fait qu'il ne respecte aucune loi de la physique et ou de l'astrophysique. Et en plus, des autres théories ridicules et encore plus absurdes que le Big Bang et qui délirent dans toutes les directions qui sont aux antipodes des lois de la physique et ou de l'astrophysique. En plus, il est tout à fait normal que des objets gravitationnels puissent être dans une situation où leur vitesse de déplacement est plus rapide sur leur orbite de capture gravitationnelle lorsqu'ils se dirigent en direction de leur périhélie, comme c'est le cas pour les comètes qui démontrent les exemples les plus évidents, et les exemples qui sont carrément incontestables. Et donc lorsqu'une comète se dirige vers son périhélie pour contourner le Soleil, par exemple,
ben, elle augmente sa vitesse pour ensuite commencer à diminuer leur vitesse de déplacement jusqu'à ce qu'ils contournent leur aphélie, qui est le point de leur orbite le plus éloigné du Soleil et donc ou de l'objet gravitationnel autour duquel, qui est généralement une étoile, autour duquel une comète se trouve à orbiter. Pour ensuite recommencer à faire augmenter leur vitesse de déplacement en direction de leur périhélie et ainsi de suite. Donc, et c'est vrai, l'exemple des comètes est l'un des exemples les plus criants et l'un des exemples les plus faciles à prouver que des objets, en fait, tous les objets de l'univers, hormis ceux qui ont une orbite circulaire, mais ça c'est considérablement rare, probablement qu'il n'existe pas d'objet qui puisse avoir une orbite circulaire, une orbite de capture circulaire autour d'un autre objet, ou dans de très rares cas. Parce que généralement, ils ont toujours une orbite qui est légèrement elliptique. Et tous ces objets-là, lorsqu'ils se déplacent vers leur périhélie, ils augmentent leur vitesse, leur périhélie par rapport à l'objet gravitationnel autour duquel ils orbitent. Mais à partir du moment où ils s'éloignent de l'objet gravitationnel autour duquel ils orbitent et ils se dirigent vers le périhélie, leur vitesse se trouve à diminuer. Donc, tous les objets de l'univers qui orbitent autour d'un autre objet, ils ont toujours une séquence où ils augmentent légèrement leur vitesse, et beaucoup plus dans le cas des comètes. Et lorsqu'ils retournent dans l'autre direction, ils diminuent légèrement leur vitesse. Et par rapport aux comètes, elles le diminuent de façon considérable. Donc, voici pour cette vidéo et bienvenue dans la prochaine vidéo. Merci et bonne journée.